Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Quatrième soirée, la classique of the shit. Bon, elle sera un peu plus longue celle-là. Hein. C'est vrai? Ouais. Bah, elle tiendra condition. Pour une fois que tu as des choses à dire qui sont intéressantes. Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, petite vidéo comme les aime Vincent, histoire de boxeur. Histoire de boxeur, voilà. Première vidéo de ce format sur la chaîne. On va explorer un petit peu les histoires assez atypiques qui méritent d'être racontées. Et vous verrez qu'elles ne sont pas toutes made in USA, pas toutes américaines. Et la preuve aujourd'hui, on va parler de Masamori Tokuyama. Coco, photo, il n'y a pas photo. C'est lui-même, tout à fait. Voilà, c'est lui-même, tout à fait. Donc, qui est Masamori Tokuyama? Alors, Masamori Tokuyama, né le 17 septembre 1974 et qui est né sous le nom de Hong Chang-soo, et qui est en fait un Nord-Coréen. C'est ce qu'on appelle un Zainichi. Un Zainichi au Japon, en fait, c'est le nom qu'on donne aux immigrés coréens. Donc, lui, en fait, c'est un Zainichi de 3e génération, issu d'une famille nord-coréenne. Et vous savez qu'au Japon, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que pour obtenir la nationalité, il n'y a pas de droit du sol. Tu peux être né au Japon, tu restes nord-coréen, voilà. Donc ses parents ont quand même donné un patronyme japonais, Masamori Tokuyama, pour l'intégrer au mieux. Mais ça n'a pas été facile, effectivement, dans sa jeunesse. Il est souvent pris à partie par ses camarades, Masamori, et au bout d'un moment, il se dit que ça serait peut-être pas mal de se défendre et il décide de franchir les portes de la salle de boxe. Voilà, meilleur moyen de se défendre. Meilleur moyen de se défendre. Au pays du soleil levant, on sait que la boxe, c'est quand même très coté, c'est une des plus grandes nations de boxe. Donc voilà, donc il passe le pas de la salle et à 20 ans, il devient boxeur professionnel, catégorie poids super mouche. Donc on est à limite 115 livres, ce qui correspond chez nous à 52 kg et demi, donc c'est vraiment pas lourd. Alors la particularité de Masamori Tokuyama, il mesure 1m70. En soi, 1m70, c'est pas très grand, mais pour des mecs de 52 kg, ça commence à faire. Ouais. Ça commence à faire, donc il est assez vertigineux, on dirait une menthe religieuse. Ouais, il fait un demi-Vincent à peu près. En largeur, il fait un demi-Vincent. C'est ça. Et donc, voilà, grand boxeur. Alors, immédiatement identifiable parce que les cheveux teints en blond pétard, c'était un petit peu la mode dans les années 90. Donc, tu as pu voir, Loïc, toi, des vidéos de Tokuyama, donc un petit peu le style de boxe, donc très beau boxeur. C'est vrai que c'est un boxeur, je ne m'attendais pas à voir un boxeur avec ce style-là. C'est vrai que c'est de ce que j'en ai vu, des quelques extraits que j'en ai vus, très volatile, très mobile, ouais. Avec vraiment ça rentre d'un côté, ça touche, ça repart à la diagonale et tout. C'est beaucoup de pivots, un très bon bras avant, un très bon jab. Ouais, franchement, très agréablement surpris par ce boxeur. Ouais. Très beau boxeur, effectivement. Ça va lui permettre d'aligner des séries de victoires. Une seule défaite face à Manny Melkor, qui était un champion du monde de poids paille, un ex-champion du monde de poids paille, donc qui était capé. Et ça lui permet en fait d'obtenir une première chance pour le titre national japonais face à Norito Kabato. Et par 2 fois, il va le combattre et par 2 fois, il va échouer à la prise de titre. Voilà, donc, d'ailleurs, Norito, on sait qui nous regarde. On sait qui nous regarde, tout à fait, Norito. Et donc après, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va avoir une autre opportunité, c'est face à Hiroki Yoka, qui est un ancien champion lui aussi des poids paille. Rien à voir avec Tony. Rien à voir avec Tony. Et rien à voir même avec Kazuto Yoka, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent. Voilà. C'est pas bon celui-là. A priori, c'est pas la même famille. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Yoka, en fait, est au crépuscule de sa carrière et tout simplement, il se dit que c'est peut-être temps de raccrocher, mais qu'avant, ça serait bien de se faire un petit combat jubilé, tranquille. Et donc, il cherche un adversaire qui, au vu de sa stature, soit crédible, mais qui ne soit pas trop dangereux. Et il tombe sur Masamori Tokuyama, il regarde le palmarès, donc 15 victoires pour 3 défaites, un match nul, c'est correct. Et ce qui lui plaît, c'est que sur les 15 victoires, il n'y a que 3 KO. Donc, il se dit, ça va, c'est pas un gros puncher. C'est là où c'est un petit peu traître parce qu'en fait, il va vite se rendre compte que le Masamori Tokuyama, il a une droite qui est assez foudroyante en fait et que son ratio de KO n'est pas révélateur de cet aspect-là. Exactement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Masamori, lui, il ne va pas venir pour jouer le jeu, il va venir pour gâcher la fête. Donc, ce qui devait être un petit peu un jubilé d'adieu, ça va se transformer en cauchemar pour Ryoka, qui va se faire punir pendant 4 rounds et au 5e, l'arbitre va arrêter le massacre parce que c'est à sens unique. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, il se fait connaître, c'est-à-dire qu'au Japon, ça commence à devenir une célébrité. Et ce qui est marrant, c'est qu'il dévoile sa personnalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très fier d'être au Japon et japonais, mais qui aime bien revendiquer aussi ses origines nord-coréennes. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, chez les Japonais, chez les fans japonais, c'est divisé. Il y en a qui n'aiment pas trop cet aspect-là et il y en a qui, au contraire, l'aiment bien pour ça, si tu veux. Oui, c'est la droite et la gauche. Quoi.
nationalistes et les autres. Peut-être un petit peu ça, tu vois. Il y a un petit peu de ça. Donc après, il va monter encore, c'est-à-dire qu'il va continuer à enchaîner les victoires. Il va notamment s'emparer du titre OPBF, donc d'Asie-Pacifique, qui est un titre qui est assez convoité en Asie, justement. C'est vraiment un gros titre. Et il va le défendre 2 fois, puis il va enfin obtenir sa chance mondiale. Et c'est là où l'histoire devient intéressante parce qu'il obtient la chance pour la ceinture mondiale WBC. Et la WBC, à l'époque, elle est détenue par un boxeur, In Joo Cho. Et In Joo Cho, en fait, qu'on embrasse, évidemment, comme d'habitude, il a plusieurs particularités. Il a invaincu en 18 combats, il a pris son titre face à Jerry Penaloza, qui était un très bon boxeur de ces années-là dans cette catégorie. Et surtout, In Joo Cho, eh ben, il est sud-coréen. Donc, ça crée d'entrée de jeu narratif. Combat. Voilà, exactement. Et évidemment, les médias vont se faire plaisir, évidemment. Et ils vont se faire un devoir de rappeler les origines des 2 boxeurs. Et ça va plus être le combat de Tokuyama contre In Joo Cho, ça va devenir le combat de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Donc il y a un contexte politique qui est énorme. Ça se fait au Japon, mais In Joo Cho est quand même le favori, le champion. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans l'aréna, avant le combat, il va y avoir en fait une démonstration de danse folklorique coréenne. Donc ils se mettent vraiment dans le ton. Les 2 boxeurs font leur entrée avec leur drapeau, chacun. Et on va voir les 2 hymnes, nord-coréen et sud-coréen. Et je ne crois pas dire de bêtises en disant que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du sport. Et c'est unique. Que les 2 hymnes soient entonnés. Okay. Je crois que vous ne trouverez aucun événement sportif où vous voyez l'hymne de Corée du Sud et l'hymne de Corée du Nord entonnés. D'accord. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vincent vous fera une démonstration de chant des 2 hymnes. Mais toi, tu chantes la Corée du Sud et moi la Corée du Nord, on fait comme ça. Voilà, on peut faire ça. Tout à fait. Et donc, en fait, pour en revenir à notre histoire, effectivement, alors il y a également Tokuyama qui a une short qui va devenir légendaire avec marqué One Korea, donc une seule Corée, en gros. Et le combat débute. Et très vite, Tokuyama met le rythme. Alors, c'est un combat qui reste très à distance. Alors, les 2 sont très piliformes, très grands. Et Tokuyama, en fait, avec son jab, le gère vraiment, contrôle le combat et met beaucoup plus de rythme. Et on sent qu'In Joo Cho, il a du mal à rentrer dans le combat. Et au 4e, hop, il se prend le 1-2 en pleine face, il se retrouve au tapis. Il va se relever et ça va un peu le réveiller, on va dire. C'est-à-dire qu'il va un peu plus revenir dans le combat, mais on sent qu'il a pris le combat par le mauvais bout. Il n'est pas dans le rythme, il est un petit peu surclassé par le volume, l'agressivité que met Tokuyama et qui maintient jusqu'au dernier round. Puis c'est un combat qui va aller jusqu'à la limite. Et très logiquement, en fait, Masamori Tokuyama va remporter la décision, donc va devenir champion du monde des poids super mouches, premier et unique champion du monde de boxe nord-coréen à ce jour. Incroyable. Donc incroyable. Belle histoire. Belle histoire, c'est pas fini, parce qu'en fait, alors à partir de là, ça devient quand même une star au Japon, il est assez apprécié. Et en fait, sa première défense va pas très bien se passer. C'est-à-dire, alors apparemment, il était blessé, il va pas vraiment briller face à un adversaire. Je crois que la décision est partagée. Et ce qui va encore plus marquer, c'est qu'après, dans le vestiaire, on va le voir en fait s'engorger de litres de bière, quoi, pour fêter ça, comme pour ce soulagement. Donc on se dit, est-ce que le Tokuyama, c'est pas un de ces boxeurs qu'on voit qui réussissent un gros coup? Oui, qui après plonge complètement. Exactement, c'est ça. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'en fait, il y avait une revanche obligatoire contractuelle contre In Joo Cho, donc le sud-coréen. Et cette revanche, elle est prévue, elle va devenir officielle et elle doit avoir lieu en Corée du Sud. Donc c'est-à-dire que Tokuyama va aller défendre son titre vraiment sur le terrain aussi. Là, je veux dire, on est sur du Rocky 4 quasiment, tu vois, en termes de politique. C'est un peu ça, ouais. Là, c'est le combat. Ah, c'est le combat, et voilà. Tu perds, tu reviens pas à la maison, quoi. Là, tu sais qu'il y a des chances que la porte soit fermée, que la voiture ne démarre pas, quoi. C'est compliqué. Alors ça va qu'il vivait au Japon, oui. Mais effectivement, il y avait énormément de tensions. Et en fait, il va y en avoir d'autant plus qu'au Japon, justement, pendant la promo du combat, Tokuyama, il va organiser en fait un rassemblement de Zainichi. Et en fait, durant ce rassemblement, sur un grand écran, il va carrément diffuser un discours de Kim Jong-il. Donc Kim Jong-il, leader suprême de la Corée du Nord à cette époque, donc le père de Kim Jong-un, que tu embrasses. Voilà. Évidemment. Évidemment. Si peut éviter de balancer des missiles dans le coin, on lui en sera très reconnaissant. D'ailleurs, s'il veut venir faire un coucou, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et donc, Kim Jong-il, donc il y a un discours. Et juste après le discours, tu vois une vidéo de Tokuyama qui, en fait, met au tapis In Joo Cho lors de leur premier combat. Donc, c'est quand même fort de sens. Ça fait beaucoup de polémiques. Provocation. Un petit peu, on va dire. Et Tokuyama va partir, en fait, en Corée du Sud pour s'entraîner. Donc là, les médias sud-coréens mettent beaucoup d'huile sur le feu, évidemment. Et finalement, de ce qui se dira, c'est que Tokuyama a quand même été plutôt bien reçu là-bas. C'est-à-dire que les gens ont vraiment fait la part des choses de se dire c'est un événement sportif, c'est pas une guerre.
on l'accueille comme un sportif et il a été bien, bien traité, il n'y a plus de problème. La tension est un petit peu montée à la pesée, alors pas parce qu'ils se sont chauffés comme on voit les Américains, mais parce qu'en fait, on vous mettra les images, il y avait une balance sur laquelle ils se pèsent. Enfin, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, mais c'est un vieux truc rouillé, on ne sait pas si c'est fiable et tout. Et pour un championnat du monde, quand même, c'est assez particulier. Ouais, voilà. Donc c'était alors, voilà, c'est un petit peu fait monter le truc. Et puis on arrive au combat, donc ambiance de folie dans la salle. Pas mal de drapeaux nord-coréens, donc il y a quand même des fans courageux qui sont venus en terrain hostile hisser leurs couleurs. Ils ne sont jamais rentrés chez eux non plus. C'est pas Mais s'ils ils sont sont venus rentrés pour chez le eux, coup. mais ils sont venus pour le coup. Et donc le combat arrive. Et alors là, c'est un combat qui est différent du premier parce que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de tension. Et Injushu, il ne va pas chercher cette fois-ci après commencer lentement. Il sait qu'il s'est fait un petit peu avoir sur la ligne. Il va démarrer, lui, très fort. Et là, c'est un combat qui est moins à distance, qui est beaucoup plus ouvert. Ça va chercher les coups durs, ça va chercher les crochets, les uppercuts. Et à ce jeu-là, eh ben, c'est quand même Tokuyama, peut-être plus qui semble de plus en plus prendre l'ascendant. Et au 5e round, vous le verrez en image, le 1-2 parfait. Et Injushu, il tombe comme une tour, KO net, Lumière éteinte. précis, lumière éteinte. Donc, victoire de Tokuyama en terrain hostile, sa plus belle victoire. Et avec cette image légendaire où à la fin, donc, il lisse la ceinture, son drapeau, et il crie « We are one », donc nous sommes unis, nous ne faisons qu'un coup sur la Corée. Beau. C'est beau. Tu vois, on l'aurait vu dans un film, on se serait dit, est-ce que c'est pas un peu gros tiré par les cheveux. Mais tu vois, dans la réalité. Ça peut le faire. Donc assez impressionnant. Donc à partir de là, Tokuyama, il prend vraiment une énorme stature. Il va être invité justement en Corée du Nord par Kim Jong-il. Et durant cette entrevue, il va jurer allégeance au suprême leader et il va même lui dédier ses victoires. Donc là, polémique d'autant plus, tel point qu'il va perdre son visa qui lui permettait d'aller en Corée du Sud. La Corée du Sud va dire, lui, on ne veut plus le voir. Et il va également se faire priver de visa pour les États-Unis. Donc ce qui fait que Masamori Tokuyama, vu sa stature, on se disait qu'il pouvait peut-être aller tenter le rêve américain, s'exporter. Là, c'est fini. C'est terminado. C'est terminado. Donc du coup, il reste au Japon. Et au Japon, il va être très prolifique, c'est-à-dire qu'il va enchaîner les défenses de titres chez les super mouches. Et il va vraiment établir une suprématie dans cette catégorie. Défense victorieuse, il va y en avoir plusieurs. Face à des grands noms, des futurs ou anciens champions, il y aura notamment Jiri Penaloza, il y a eu Dimitri Kirillov. Donc vraiment quelques gros noms. Et il va également affronter un japonais qui était très en vogue, c'était Katsushige Kawashima. Et il va le battre, sauf que lors de combat revanche, il va se faire un petit peu cueillir à froid au premier round. Et là, d'entrée de jeu, Tokuyama KO. Front au sol. Donc défaite dure, on se demande s'il peut s'en remettre. Et en fait, il va demander un 3e combat, puisque effectivement il y a 1-1 officiellement. Et il va quand même gagner ce 3e combat au point. Donc il n'arrivera pas à faire payer son adversaire le KO en soi, mais il va le battre au point et il va récupérer son titre. Donc grosse performance quand même, parce que pas facile de revenir d'un KO au premier round. Et après, il va faire une ultime défense de titre contre José Navarro. Et après ça, il va décider de se retirer après avoir fait l'une des plus belles carrières chez les super mouches. Et l'histoire n'est pas tout à fait finie. C'est-à-dire que l'année suivante, un petit peu comme tous ces boxeurs qui se retirent, tu as toujours un petit peu l'envie de revenir. Et il y avait un japonais qui était très en vogue, qui était Ozumi Hasegawa, qui était champion du monde WBC chez les poids coqs, donc la catégorie juste au-dessus des super mouches. Et Tokuyama, il s'est dit, je peux me le faire. Et ça a commencé à monter, la tension. Et bizarrement, ce combat, malgré tout ce qu'il y avait autour, ne se fait pas. C'est-à-dire qu'Hasegawa ne voudra pas donner sa chance à Tokuyama. Mais un an plus tard, il acceptera de faire un sparring avec lui qui sera filmé et où on va voir Tokuyama qui va faire une très belle performance. Et ce sparring va devenir viral. C'était en plus YouTube, tu vois, c'était fin des années 2000, 2008. Ouais. Donc YouTube, ça commençait quand même vraiment à gonfler. Et c'est vrai qu'au Japon, en fait, la vidéo, elle fait des records de vues et tout. Donc on s'est dit, ah ouais, il y a matière à faire. Ben, pourtant, je ne sais pas, les promoteurs, comment ils sont débrouillés, il n'y aura jamais ce combat, alors que visiblement, il y avait quand même... Il y avait une belle matière à exploiter là. Ouais. Il y avait un engouement. Donc Tokuyama, au final, ne remontera jamais sur un ring en pro. Il obtiendra finalement, avec les années, un nouveau visa pour la Corée du Sud et il ira en Corée du Sud étudier la langue. Donc voilà, pour la petite anecdote. Mais au final, ça laisse l'image d'un grand champion, d'un des meilleurs poids super mouches de tous les temps et d'une histoire qui est franchement pas commune. Non. Et je vous invite, très belle histoire, et je vous invite à aller voir les vidéos de ces combats, ou ne serait-ce qu'à les vous découvrirez un très 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 beau boxeur, très piliforme, longiligne, vif, comme tu l'as dit tout à l'heure, très très bien sur les jambes, et avec une main droite foudroyante, franchement, très très beau boxeur, très belle découverte, Masamori Tokuyama. Est-ce que il y a eu des boxeurs qui ont fait une grande carrière sans jamais aller aux États-Unis, en dehors, tu vois, qui ont réussi à choper
plusieurs ceintures, des unifications, des trucs comme ça, sans Ah. aller aux États-Unis. Est-ce que ça c'est... Bah, quelque part, un des exemples que je vois, alors il est quand même allé 2 fois aux États-Unis, mais Alexander Usyk, il n'y est pas allé tant de fois que ça. Ouais, Pour bon, citer après, un là, c'est exemple particulier moderne. parce que là maintenant qu'il y a Ouais, il y a les Saoudiens. les ouais. Saoudiens, ils exportent un petit peu Après, le ouais, projet, mais tu peux en avoir, je pense que tu peux en trouver effectivement, mais c'est vrai que c'est quand même dur de reluire vachement à l'international quand Ouais. tu ne passes pas par les États-Unis. D'ailleurs, bon, Tokuyama, voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus une superstar mondiale, surtout dans ces petites catégories. ouais, c'est compliqué. Ouais. Il existe, voilà, il faut un petit peu avoir creusé son sujet pour commencer à avoir Tokuyama. Tout à fait. Mais effectivement, à son niveau, et au Japon, effectivement, c'est devenu une très grande star, quoi. Incroyable. Très belle histoire en tout cas. Merci Vincent d'avoir révisé mieux que moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, à dire un petit bravo à Vincent qui connaît tout de tête, ce qui n'est pas du tout mon cas. Vous lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu, on s'abonne, on partage tout le tintouin. On se retrouve très bientôt et on se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal. Et bien ça c'est fait. Ça, c'est fait.